Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci pour celles et ceux qui sont ici avec nous. Et bonjour aux followers sur la page Facebook. Nous allons donc ce soir présenter un livre écrit par Hassan Iresh autour de Slimane Azem qui s'appelle Blessures et résilience, au pluriel, les deux. C'est un livre, je crois, enfin je ne suis pas un spécialiste de Slimane Azem, mais je crois que c'est un livre original au sens où c'est une étude tout à fait particulière. Nous verrons quels en sont les ressorts et les soubassements théoriques, mais aussi peut-être biographiques. C'est une étude originale, donc corporative, dense, pluridisciplinaire, sur Slimane Azem, qui est à la fois une étude historique, à travers une étude de type littéraire, interprétative, mais surtout qui, je crois, et c'est le plus important, notamment pour les jeunes générations et celles et ceux qui ne connaissent pas l'œuvre de Slimane Azem, c'est une étude qui montre toute l'actualité et l'urgence de la pensée, que vous dites pensée azémienne, sa modernité, pour un auteur qui est disparu il y a très exactement 40 ans et un jour, puisque c'était l'anniversaire de sa mort hier. Alors pour faire ce livre, vous vous appuyez sur le texte azémien, ses poèmes, à commencer par la célèbre chanson « Criquet quitte mon pays », et qui est au cœur de votre travail. C'est le pivot, c'est l'axe sur lequel vous structurez votre analyse, autour duquel vous faites défiler d'autres textes, d'autres poèmes, d'autres extraits. Vous partagez avec Slimane Azem une émotion géographique, comme a pu l'écrire Ashok Amara, et des émotions profondes et culturelles, des choix politiques sans doute, un parcours. Et la première question que j'ai envie de vous poser par rapport à cet écrit, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est pourquoi aujourd'hui Slimane Azem et en quoi finalement il est à l'exacte convergence de peut-être vos propres parcours, votre propre géographie intime, vos engagements, vos choix professionnels, etc. Puisque, en parlant de choix professionnels, il y en a un important qui intervient dans votre travail, c'est votre formation en PNL, programmation neurolinguistique. Merci Mustapha, ça marche? Oui, ça marche. Merci Mustapha, merci à l'équipe de l'ACB pour l'invitation de ce soir. Merci à vous toutes et tous qui êtes là. J'espère qu'on aura un débat fructueux tout à l'heure après nos interventions. Et je salue également tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur la page de l'ACB. Alors, ça va peut-être vous étonner, mais j'ai commencé en fait à écrire ce livre d'une façon un peu particulière. C'est venu, pour être vraiment dans la franchise, c'est venu du jour au lendemain. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur Slimane Azem, pratiquement 500 pages. Et j'étais à Moissac avec la famille Azem. On a été visiter la tombe de Slimane. Et puis le gardien du cimetière est arrivé en courant et a donné un livre, donc ce livre-là, qui a été écrit par quelqu'un que je connais. Il a donné ce livre en disant, de toute façon c'est un Portugais, hein, le gardien du cimetière, en disant, écoutez, moi je ne lis pas et tout ça, donc je vous remets le livre qu'on m'a remis. Il était dédicacé pour le gardien du cimetière. Et puis, deux neveux de Slimane m'ont dit, écoute Hassan, est-ce que tu peux le lire pour nous, pour savoir si ça respecte la mémoire de Slimane, s'il n'y a rien de diffamatoire, etc. Donc j'arrive, je l'ai avalé en 2 nuits, c'est vraiment un gros pavé. Et sur la chanson de Frayjara Temurthi Ouaïdar Douagour, qui pour moi aurait pu être des hymnes nationaux, pas seulement d'ailleurs pour l'Algérie, Frayjara Temurthi, il aurait pu être un hymne carrément universel. Et il a écrit 3 lignes, c'est-à-dire une phrase ou 2 phrases. C'est pas moi. Donc j'étais un peu déçu par ça et j'ai commencé à écrire un article sur Frayjara Temurthi, tout simplement. Je me suis mis à
décortiquer comme je peux le faire. Et je suis arrivé à 33 pages. Alors, un article c'était trop long, un livre c'était trop peu. Ça, je discutais comme ça autour de moi avec Louisa, avec un cousin, Abdenor. Et ils m'ont dit, il faut absolument que tu fasses un livre. Même 80 pages ou 90 pages, c'est pas grave, un fascicule sur Slimane Azem, vas-y. Et puis j'ai pris mon courage à deux mains, et puis voilà. Et puis j'étais de plus en plus passionné. Et voilà, ça a donné ce livre où effectivement il y a beaucoup de subjectivité. Je n'ai pas voulu faire un travail universitaire pour la simple raison que je ne voulais pas faire quelque chose de très important. Je voulais vraiment traverser cette œuvre-là qui est d'une épaisseur qu'on ne peut pas évidemment comme ça, dont on ne peut pas faire le tour dans un petit livre comme ça. Il faut vraiment un groupe de chercheurs, ou une thèse de doctorat, et encore, bon, il y a la thèse de doctorat de Youssouf Nassib, mais elle est totalement insuffisante, comme vous le savez, pour ceux qui l'ont lu. Donc, je me suis dit, je vais aller plutôt par un autre angle, c'est dire mes ressentis. Je vais aller plutôt dans la subjectivité. Et donc, c'est vrai que ma formation de PNListe m'a permis de réagir émotionnellement et de chercher les émotions que ça dégage, que le texte de Slimane, mais aussi les rythmes de sa musique dégagent comme chant émotionnel, et comme aussi, comment dire, élément qui puisse percuter sur sa société dans le contexte. Il faut savoir que, évidemment, Slimane Azem, qui est né vraiment tout de suite au lendemain de la Première Guerre mondiale, il est évident, et la psychologie, quelle que soit l'approche, je parle devant Hamid, nous apprend que l'essentiel de notre personnalité, de notre identité, c'est entre 0 et 6 ans. Et donc, il est évident que j'ai imaginé Slimane Azem entre 0 et 6 ans, de quoi on pouvait lui parler. Sa mère, son père, ses grands-parents, les voisins, les oncles, et ainsi de suite. On ne pouvait lui parler que de la Première Guerre mondiale, déjà, mais aussi de la révolte de Mokrani Cheikh Haddad 1871. Donc il porte forcément les stigmates de ces douleurs, de la fin du siècle, du 19e siècle, absolument sanglant, parce qu'on pense souvent à ce qui s'est passé entre 54 et 62 concernant la colonisation, mais ce qui s'est passé au 19e siècle a été absolument insupportable. Des exécutions sommaires, des milliers de gens qui ont été assassinés. Il y a eu beaucoup de crimes contre l'humanité pendant tout ce 19e siècle, et particulièrement la Kabylie en 1871 a perdu, j'insiste là-dessus, a perdu la moitié de sa population. La révolte de Mokrani a été réprimée à tel point que des dizaines de milliers de Kabyles ont été tués, d'autres dizaines de milliers ont fui vers le Constantinois, vers Annaba, vers Tunis, y compris en Palestine et en Syrie, sans compter les milliers qui ont été déportés en Nouvelle-Calédonie et en Guyane française, ce qui fait qu'il y a eu un éclatement de cette région. Vraiment une phase historique absolument douloureuse et qui a marqué les esprits. Et donc, il va de soi que toute l'œuvre de Slimane Mohand, notamment, qui est arrivée dans la tête et les tripes de Slimane Azem, parce qu'on voit bien que c'est un de ses mentors,
il a chanté non seulement des poèmes de c'est Mohamed Mohamed, mais aussi il a chanté sur lui. C'est Mohamed Oukidiran, par exemple, est un des poèmes chantés les plus significatifs sur cette reconnaissance donc, au maître. Et aussi, j'en parle dans le livre, l'idée, le concept du jardin inviolable de Mohamed, et qu'on retrouve notamment dans Frère Tamourthéo. Il commence comme ça, c'est exactement ça qu'on retrouve dans beaucoup de compositions de Mohamed. Donc il y a là une espèce de lien entre le mentor, Slimane Azem, et puis je parle beaucoup dans mon livre de la suite qui, de mon point de vue, a été assurée par l'Unisayt Menglet. Voilà, donc c'est cette transmission transgénérationnelle qui, pour moi, dégage une charge émotionnelle d'une importance extraordinaire et qui a fait que Slimane Azem était en quelque sorte le prophète kabyle du XXe siècle, à 2000 km, parce que quand il a chanté essentiellement en France, à 2000 km, il a non seulement retissé les liens justement de cette société kabyle éclatée, mais il a aussi en quelque sorte reconstitué le puzzle géographique, pas seulement physique, mais justement de la géographie émotionnelle, la géographie culturelle, la géographie historique, etc. Par exemple, à Farouk-e-Fil-Lus, on voit comment il l'envoie de Dra el-Mizan jusqu'à Akvou, Tikzit, etc., où il visite l'essentiel des contrées kabyles, où on a l'impression que Slimane Azem et là avait comme mission de recoller les morceaux d'une société qui était prête à la décomposition, à la déstructuration. Donc il a été une espèce de ciment à travers son verbe, à travers sa musique, et qui a fait qu'il y a eu une espèce de symbiose, une espèce de lien entre ce poète du XXe siècle, marqué par le XXe siècle, et que lui-même aussi, lui-même a marqué ce même siècle. Donc voilà en gros, si tu veux, comment je me suis intéressé à cette œuvre. Je suis parti beaucoup plus sur le champ subjectif, émotionnel, et c'est à partir de là que j'ai essayé de décortiquer Frère Jarat Tamourthéo, mais pour la cohérence de mon travail, j'ai pris des stances un peu partout, qui venaient comme ça, vraiment par hasard. C'est tellement spontané que quelquefois je me répète. Parfois je reprends des vers qui sont d'une telle force que je me dis, bon, je n'en ai pas parlé assez, je vais le reprendre, ainsi de suite. Voilà. Alors, puisqu'on est dans le domaine des origines et des émotions, on reviendra sur les émotions pour nous expliquer l'intelligence de Slimane Azem. Vous dites aussi que on développera tout à l'heure aussi les résiliences de l'œuvre de Slimane Azem, mais vous dites que là, il y a une résilience, un capital de résilience acquis à travers effectivement son enfance, le village, les valeurs ancestrales, etc. Et alors, en quoi ce retour sur les sources est une résilience dans son œuvre? La résilience, c'est grosso modo, c'est quand on a tout perdu, quand on est vraiment complètement écrasé et qu'on a l'impression que c'est fini pour soi et qu'on retrouve des ressorts pour rebondir.
Donc un certain nombre d'éléments, à la fois psychologiques, à la fois physiques, à la fois, comment dire, de liens de parenté, de liens sociaux, etc. Des liens sociaux au sens large du terme, à la fois le village, l'Arche, la Kabylie, l'Algérie, voire même au-delà. Et surtout le va-et-vient avec la diaspora, avec l'émigration, ainsi de suite. Donc la résilience, il la trouve dans sa famille, qui a été une famille extrêmement protectrice. Il le chante d'ailleurs, je ne sais pas si je suis capable de retrouver, parce que je ne l'ai pas prévu. Il y a un moment où il parle justement de sa famille qui le couvrait, qu'il était dans le cocon quand il était jeune, etc. Et puis il parle évidemment de son village, il parle de Salah, de son village. Il parle et il puise une force morale, il épuise une force aussi culturelle, politique, je dirais même qu'il épuise le contenu à la fois anthropologique, de philosophie politique, etc. Et c'est un Namousnaou moderne, et il a capté ce qu'il y a de mieux, à la fois en fabriquant des fables, à la fois dans la critique sociale, dans ce que nous avons aussi de travers dans notre société. Et notamment, ce côté-là, il a travaillé beaucoup avec Cheikh Noordin. Et donc, les résiliences, il les a trouvées un peu partout. Il les a trouvées aussi dans la reconnaissance qu'il a eue des émigrés, qui l'écoutaient dans les cafés, et qui venaient là, qui le considéraient comme un saint, certes laïque, mais qui était là à quelque part être le représentant, mais aussi une espèce de justicier. Non pas un justicier qui va juger, une espèce de, plutôt de juge que justicier. Un juge non pas pour juger la société, mais un juge pour réparer, pour montrer que la douleur qu'a vécue sa société vient justement de l'adversité, vient de Ajrad. Donc tout cela fait effectivement un certain nombre de faisceaux qui ont fait qu'il a été résilient. Et non seulement il a été lui-même résilient, mais il nous a transmis des facteurs de résilience. Et la preuve, c'est qu'il y a aujourd'hui des jeunes, des tout jeunes, que je vois sur les réseaux sociaux, qui reprennent ces chansons et qui effectivement montrent qu'il y a cette transmission transgénérationnelle. Et moi je dirais qu'il y a une partie justement de la psychogénéalogie qui fait que son verbe puise au fond des âges et en même temps prédit les siècles qui vont venir. On peut en reparler parce que, par exemple, ces compositions dans le domaine politique, dans le domaine de la géopolitique, c'est quelque chose de mon point de vue d'exceptionnel. Par exemple, Mustapha, si tu permets, par exemple, il a prévu la conquête de la Lune, fin des années 50. Par exemple, il a prévu aussi l'usure de la planète. Donc, la terre est maintenant usée et les gens
conscients, instruits, en sont complètement tourmentés. On peut revenir là-dessus, évidemment, je peux même vous lire. Donc c'est quelqu'un qui a prévu énormément de choses. Il a parlé par exemple de la bombe atomique comme étant une arme de destruction massive. Effacer carrément l'humanité. Et là, ça revient aujourd'hui, en 2023, ça revient d'actualité avec la guerre Ukraine-Russie. Donc on peut multiplier des exemples comme ça, quelque chose d'extraordinaire. Comment ce poète qui n'a pratiquement pas été à l'école, il a fait trois années d'école primaire, il n'a même pas son certificat d'études, et qui effectivement a compris le monde avec sa politique, sa géopolitique, etc. Par exemple, etc. Ça, c'est une chanson où on parle justement des grandes puissances, et dès lors qu'on s'aligne sur l'une d'elles, et puis l'autre qui nous donne des coups, ainsi de suite, il explique ça avec une intelligence extraordinaire. Alors justement, par rapport à un certain nombre de thèmes qui ressortent de votre travail, il y a plusieurs figures du poète, dont celle effectivement du politique et de l'éthique. Et j'ai l'impression que ce que vous en dites, en tout cas votre lecture, est peut-être orientée, peut-être qui correspond à des préoccupations, en tout cas rencontre un certain nombre de débats dans la société actuelle, que ce soit en France ou en Algérie, et notamment son rapport aux politiques, son rapport à l'engagement, et il a une éthique de comportement et poétique, qui par exemple aujourd'hui, vous parlez de poète gandhien, en faisant référence à son pacifisme, à sa détestation de la démesure, à l'heure où effectivement les avis des uns et des autres sont souvent tranchés, au vent dans l'hubris, etc. S'il est exemplaire aujourd'hui, si, comme je le disais en introduction, il y a urgence finalement à enseigner, notamment aux jeunes générations, c'est aussi parce que dans le contexte aujourd'hui, ce qu'il prône, ce qu'il avance, la démarche qu'il propose est complètement d'actualité et urgent. Absolument. Moi, je pense que sa place, effectivement, est à l'école, à l'université, etc. D'ailleurs, et peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut être un scoop. Pour moi, ça l'a été. J'ai découvert, après avoir écrit ce livre, que le livre de 4e à M, c'est-à-dire l'équivalent de la 3e ici, donc dans le programme du brevet en Algérie, il y a à la page 25 un poème de Slimane Azem. C'est-à-dire que tous les enfants d'Algérie étudient ce poème en classe de 3e pour préparer le brevet. Donc pour moi, non seulement c'est une réhabilitation, mais en plus, ça répond tout à fait à ta question, c'est-à-dire qu'il y a là un pied déjà de l'œuvre de Slimane Azem à l'école. Moi, personnellement, quand j'ai enseigné à l'université, rien que le poème chanté à Mouhamou, j'ai mis avec mes étudiants de Master 1 et Master 2, on a mis exactement 1 an et on n'a pas fini l'étude de ce poème chanté à Mouhamou. Une année scolaire à raison de 3 heures par semaine. C'est vous dire à quel point la profondeur de la poésie chantée de Slimane Azem est un capital culturel, historique, anthropologique, politique, etc., d'une valeur inestimable. Toujours sur l'aspect politique, vous expliquez en quoi la fausse accusation qu'on lui a portée, comme quoi il aurait travaillé effectivement pour le système colonial est une absurdité, vous le démontrez, et vous démontrez aussi autre chose, c'est qu'il avait un souci, c'est de réconcilier
en l'occurrence les partisans de Messali Hadj et les membres et le FLN, et que cela faisait partie toujours de son souci de construire, de briser les cercles de la violence. On peut s'interroger d'ailleurs sur le rôle et la place de la violence dans l'histoire, compte tenu du fleuve détourné des indépendances. Ça aussi, c'est quelque chose de très important, à la fois historiquement, la question du MNA et du FLN, la question du rôle et de la place de la violence dans l'histoire. C'est encore quelque chose où il est exemplaire. Oui, c'est une excellente question, vraiment, merci beaucoup. Slimane Azem était vraiment très près de sa société, particulièrement ici dans l'immigration. Je le répète, tout le monde le sait, du reste, il chantait dans les cafés. Donc les gens venaient autour de lui, discutaient, prenaient un verre, etc. Et donc, il connaît la souffrance de l'immigration. Et puis éclate la guerre de libération nationale. Et comme chacun sait, il y a eu plusieurs guerres dans la guerre. Et particulièrement la plus terrifiante de ces guerres dans la guerre, c'est celle entre le MNA de Messali Hadj et le FLN. Il y a eu des centaines et des centaines de morts ici dans l'immigration. De ce que j'ai lu, on a parlé de 450 morts, mais j'ai discuté il y a une dizaine de jours avec Ali Genoun. Il m'a dit, Hassan, c'est pas 450 morts, ça dépasse très très largement ça dépasse le millier, et il m'a dit qu'il travaillait là-dessus. Oui. 4000, voilà. Donc, vous voyez, c'est 10 fois plus. 10 fois plus. Et donc, Slimane Azem, évidemment, ne pouvait pas rester insensible à ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je me suis un peu révolté contre ces détracteurs qui ont interprété la chanson de Inassil Flanir comme étant une chanson où il demandait au FLN de se rallier. Pour la simple raison, le prétexte trouvé, c'est le Flanir, ça rime un peu comme FLN, Flanir, FLN. Or, le Flanir en kabyle, ça n'a rien à voir. Le Flanir en kabyle, c'est tout simplement un tel, ou un monsieur. Ça peut être aussi un zaïm. C'est un zaïm. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on dit el Flanir. On l'appelle comme ça. Donc c'est quelqu'un, voilà, c'est un tel, c'est un bon entendeur, c'est un zaïm, etc. Et donc quand il a chanté cette chanson Inassil Flanir, ça a été, encore une fois, travesti. Et ils l'ont interprété comme étant, voilà, il appelle le FLN à se rendre. Alors, je vous lis un passage de cette chanson pour montrer que ça ne pouvait pas être ça. Qu'il s'adresse à un personnage. On verra justement à qui il s'adresse. Ah oui, il faudrait d'abord que je vous dise au préalable que cette chanson est sortie fin octobre, début novembre 1959. C'est très important la date. Donc, 3 ans après Frère Jarat Mourthiou, donc je ne le vois pas comme... Et c'était pratiquement en même temps, juste après il y a eu Hardouagour. Et donc je ne vois pas comment il va chanter Frère Jarat Mourthiou, où il s'adresse vraiment, justement, où il s'adresse au colon en lui disant « Dégage, sors de mon pays ». Et tout de suite après Hardouagour, il parle justement du drapeau nationaliste qui a émergé. Et donc cette chanson a été travestie par ses détracteurs, et je vous lis 2 strophes. لا يقار ذي نسلم وليس ذا قرصانين يتكمل ذي العدم وراسي فان ساني ما يستغفر يندم ذو النس نبغى نكونين سي ولاسي ناس أرواح ما يلا ذي المؤمن أذ كفونا كل جراح أذ حلون ولاون الدق كاين مسمح أنوغال ذا ثماثل. Je donne la traduction quand même en français, s'il y en a un parmi vous qui ne comprendrait pas. Il se dit musulman, mais son cœur est insensible. Il persiste dans le méfait sans en entrevoir le bout. S'il venait à s'amender, c'est ce que nous en attendons. Appelle-le et dis-lui, s'il est homme de piété, il sera mis fin aux blessures.
les cœurs seront apaisés, nous prendrons le pardon et redeviendrons frères. Alors, c'est extrêmement important parce que je vais vous lire un tout petit passage que j'ai écrit dans l'annexe qui aurait pu être l'introduction. D'ailleurs, pour ceux qui achètent le livre, je vous conseille de lire l'annexe 1 avant de lire le livre. J'ai failli le mettre comme introduction et puis bon. Alors, dans cette annexe, en fait, j'essaye de rappeler un peu je vais poser le paysage, comment dire, l'environnement azémien, les sources de l'imaginaire azémien, et donc je donne un certain nombre de dates. 116. Voilà. Le 17 septembre 1959, Micro. autour de 11h30, heure de sa promenade habituelle, Messali Hadj sort de sa villa, le manoir, sise dans l'Oise près de Champigny. Il est accompagné de 6 gardes du corps. Un commando du FLN de 6 à 7 membres fait irruption, fait feu et rate sa cible. 2 membres du commando, en les personnes de Mohamed Atama et Ali Aitkassi, y laissèrent leur vie. Le premier est tué par les gardes du corps, et le second, quelques heures après, par des gendarmes appelés à la rescousse. Messali Hadj est indemne, mais ses gardes du corps perdent un des leurs, Ali Djouadi. L'épisode sanglant relance la guerre déjà cruelle entre FLN et MNA. Donc vous voyez, il est très difficile de faire dans l'interprétation tendancieuse. Il est clair avec cette chanson-là, Inassil Felani, qu'il s'adressait bien à Messali Hadj. D'autant plus que, de mon point de vue, ça devait être un devoir pour lui. Parce que Messali Hadj était messaliste jusqu'en 1956, comme beaucoup de Kabyles du reste. Et notamment dans notre région. Ouadrine, c'était un des fiefs du messalisme. Bentobal, dans ses mémoires, accuse même Kirim Belkacem, et je le dis dans mon livre, et je donne les références, accuse Kirim Belkacem en 1956 encore d'être messaliste. C'est vous dire l'importance du messalisme à l'époque, et c'est d'autant plus un devoir moral que Slimane Azem a adhéré au PPA en 1937, quand il était en Moselle, en Longwy. Donc, c'est vous dire qu'il y a des interconnexions qu'on ne peut pas écarter comme ça d'un revers de la main, juste pour critiquer, quoi. Voilà. Et ce qui me rend encore plus malheureux, je fais une petite parenthèse, une petite digression, excusez-moi, et qu'il y a un avocat de la Ligue algérienne des droits de l'homme qui m'avait dit dans une conférence, il m'a dit, mais l'interdiction de la chanson de Slimane Azem, Frère Jarat Morfi, en 1957, rien ne prouve que c'est un vrai document. Parce que bon, j'ai fait une photocopie ici dans mon livre. Il me dit, qu'est-ce qui prouve que c'est un vrai document? Je lui dis, ben, c'est très simple. Il y a même l'officier, le nom de l'officier qui a signé cette interdiction. Il y a la date précise, il y a le lieu où ça a été énoncé, et ça a été reproduit par au moins deux personnes qui ont fait un travail beaucoup plus élaboré, notamment Youssef Nassib qui a produit le même document, et maintenant Marfoufi qui a été vérifié au commissariat. Je lui dis, il y a au moins ces 2 preuves. Et malgré ça, il écrit sur Facebook que
il disait les pseudo-écrivains qui ont mis cette interdiction dans leurs livres, etc., n'ont jamais rien prouvé par rapport à la véracité de ce document. Voilà. Je trouve ça totalement affligeant. Ça me soulage de vous le dire. Voilà. Est-ce qu'on peut voir aussi, pour rester dans l'aspect politique, dans l'œuvre de Slimane Azem, un élément sur la place de la violence dans l'histoire et dans le mouvement, dans les mouvements collectifs? Je viens de terminer une bande dessinée sur Frantz Fanon, les 3 jours où il a rencontré à Rome Jean-Paul Sartre, et on voit que là, dans ce que vous écrivez, dans votre lecture que vous faites de la poésie et des œuvres de Slimane Azem, on est à des années-lumière, c'est-à-dire que comme s'il pressentait des ravages de la violence, qu'il fallait plutôt s'en détourner, ce qui n'en fait pas un penseur à l'eau de rose. Ça veut dire que son opposition au colonialisme, elle est radicale, comme son souci de réconciliation, mais est-ce qu'on peut voir effectivement dans son œuvre quelques pages de philosophie politique sur la place de la violence dans l'histoire? Je pense que oui. Une société comme la société algérienne, et kabyle en particulier, puisque c'est là essentiellement qu'il s'agit dans son œuvre, même s'il élargit évidemment sa pensée à l'ensemble de l'Algérie, voire au-delà. La société kabyle a vécu sans répit des guerres depuis, au moins l'arrivée des Turcs, des Ottomans, sans parler de l'histoire ancienne. Ça a toujours été la violence. Les marchés, les villages, les fontaines, etc., ont toujours été attaqués par les armées ottomanes, puis la colonisation, puis les deux guerres mondiales, puis la guerre d'Algérie, puis la guerre FFS en 63, puis la décennie noire, etc. Donc une société qui a vécu autant de souffrances, il va de soi, n'importe quel licencié en psychologie vous dira que, évidemment, la société qui a vécu de telles atrocités va forcément les reproduire à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais dans ce livre à propos de cette violence, mais alors inouïe, entre le FLN et le MNA, mais pas seulement. Le FLN lui-même a été d'une violence, mais alors incroyable par rapport à sa propre société. C'était pas uniquement contre les colons ou contre l'armée coloniale, mais à l'intérieur. Je veux dire, s'il y a eu la bleuite, s'il y a eu d'autres épisodes aussi douloureux dans l'histoire contemporaine, c'est parce que précisément il n'y a jamais eu de répit. L'Algérien, d'une façon générale, le Kabyle, a toujours été obligé de raser les murs, a toujours été obligé de se faire petit, de courber les chines, etc. Et donc, il va de soi que quand il se révolte, il ne va pas être tendre. C'est le propre de l'homme. On prend ce qui se passe en Afrique, ce qui s'est passé, les génocides, les guerres entre les différentes ethnies, quand on voit l'émergence des Khmers rouges au Cambodge, etc., un peu partout dans le monde. Toutes les sociétés qui ont vécu une violence forte, évidemment, ont reproduit, aussi bien d'un point de vue macro-social que d'un point de vue micro-social, c'est-à-dire dans les familles. Et donc, malheureusement, oui, tant qu'il n'y a pas de thérapie, tant qu'il n'y a pas de... tant qu'on n'en parle pas, tant que ça reste un tabou, ça continuera, la violence continuera.
à la fois verbale, mais pas seulement, y compris la violence physique, les violences intrafamiliales, etc. Bon, ça peut être vraiment l'objet d'une conférence. Est-ce que vous établiriez une filiation entre cette attitude intellectuelle face à la violence et par exemple les mouvements culturels depuis avril 80 pour lesquels il s'est engagé, le mouvement de en Algérie, où la question du pacifisme est centrale? Moi, je dirais qu'il y a un miracle là-dedans parce que, justement, c'est un des facteurs de résilience. Parce que, quelle que soit comment dire, l'intensité de la violence, il y a toujours, comme je l'ai dit précédemment, il y a toujours des facteurs de résilience. Et donc, 1980, c'était un épisode où les militants ont appelé justement au pacifisme. Il y a eu un peu de violence, il y a eu de la casse, etc., il y a eu des blessés, etc., parce que c'était la violence institutionnelle. Parce que la police, les gendarmes, les services de sécurité, etc., se sont attaqués aux manifestants. Sinon, au départ, c'était des manifestations totalement pacifiques. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en 2001 aussi. Hein. C'était la commémoration de 1980. Donc, les militants préparaient des conférences, des concerts, des rencontres, des tables rondes, etc. Et puis, des manifestations habituelles, donc totalement pacifiques. Et puis, les forces de répression ont agi à l'inverse, c'est-à-dire ont agi avec beaucoup de force, beaucoup de répression, et ça aboutit aux 128 morts, des milliers, 5000 blessés, dont certains malheureusement à vie. Et donc, à un moment où il était possible justement de passer le cap, c'est-à-dire de la violence que nous avons vécue pendant la décennie noire, la guerre de libération et avant, au moment où on allait tourner la page avec les événements de 80, eh ben, la violence institutionnelle, malheureusement, a émergé plus qu'on imaginait. Et donc, on aboutit aujourd'hui à la même violence institutionnelle. On voit bien les emprisonnements, on voit bien, tout ça en fait partie, effectivement. Oui. Il y a un lien, c'est évident. Je pense que ceux qui sont aujourd'hui dans l'armée et qui procèdent justement par la répression, qui gèrent le pays par la répression, je pense quelque part aussi qu'ils ont été les victimes de ce système que nous avons hérité des différentes colonisations. En quoi, on va aborder deux, trois autres sujets avant de discuter avec la salle, en quoi il est un poète éducateur, à la fois par le fond, bien sûr, mais aussi par la forme, parce que vous accordez beaucoup d'importance à la forme, vous parliez du rythme tout à l'heure, mais aussi toutes les formes d'expression poétique qu'il a utilisées. Oui, j'en parle effectivement dans ce livre. Non seulement c'est un éducateur, mais c'est aussi un guide, un mentor, une espèce de prophète moderne. Il est éducateur parce que dans ses compositions, ses chants, il s'adresse carrément à son peuple pour ses travers. Un exemple, la chanson de Bzaou Demar, de Bzaou Demar, où il parle justement des rixes. Il y avait beaucoup de rixes ici, justement, de violence dans les cafés de l'immigration. Les raisons, évidemment, sont évidentes, hein, parce qu'ils vivent d'abord entre hommes, leurs familles sont à 2000 km de là, ils sont écrasés par leurs patrons, par les rythmes dans les usines, ils sont humiliés quasiment tous les jours. Donc ils arrivent effectivement dans les cafés où ils habitaient, il n'y a que des hommes entre eux, donc forcément il y a une démonstration de force, forcément il y a des jeux et des enjeux de pouvoir,
de domination, ainsi de suite, chacun voulant jouer un rôle, et on aboutit effectivement de la violence. Et Slimane Azem, non seulement appelle à cesser les bagarres dans les cafés, etc., il a aussi appelé donc, par exemple, Madame Encore à boire, contre les abus d'alcool. Dans une autre chanson, on dit etc. Donc il a beaucoup de compositions, effectivement, où il y a une morale publique. Slimane Azem se positionne comment dire, un père qui à la fois protège, mais aussi peut donner des leçons à la manière de la figure parentale d'Éric Berne en analyse transactionnelle, quand il parle du parent adulte-enfant. Et effectivement, il se positionne comme étant le parent éducateur, le parent qui sermonne, le parent qui à la fois protège, mais aussi peut être un peu sévère, quoi. Et est-ce que la forme joue aussi dans cet aspect des choses? C'est-à-dire que les différents registres par lesquels il va s'exprimer, que ce soit le pamphlet, que ce soit la fable, que ce soit la poésie animalière, etc., ou l'analyse sociologique, etc. Oui, il utilise effectivement des allégories, et des figures de style, etc., où il va parler, il va faire parler des animaux, où il va rappeler par exemple des proverbes, des contes. Il va utiliser un verbe simple mais d'une force incroyable pour qu'il soit compris et pour justement éveiller en quelque sorte les consciences. Ce souci d'être compris, souvent cela caractérise une certaine humilité, c'est-à-dire qu'on ne s'expose pas, mais on expose au mieux pour se faire comprendre. J'ai pas très bien compris. C'est-à-dire que le souci de trouver le mot juste, de trouver effectivement l'attention de celui ou de celle qui va nous écouter, c'est la capacité que l'on peut avoir à essayer de se mettre à la place d'eux ou à essayer de rendre son propos audible. C'est souvent, et c'est une de ces caractéristiques que vous soulignez, ça montre quelqu'un de profondément humble. Tout à fait, il est accessible. Slimane Azem, encore une fois j'insiste là-dessus, était dans les cafés populaires. Lui-même avait géré un café dans le 15e, quand il est revenu d'Allemagne, donc au 29 rue Viala, dans le 15e arrondissement. Il tenait un café, où donc il était vraiment dans une ambiance totalement populaire. Mais il n'avait pas à travailler son verbe, je crois que c'est naturel chez lui. Hein. Il y a une tradition d'ailleurs poétique dans sa famille, hein. Sa grand-mère est une poétesse, sa sœur aussi est une poétesse, à Bonigaran il y a beaucoup de poètes, donc ça vient comme ça d'une façon spontanée. C'est pas un savant qui va dire attends je vais prendre telle image, ça coule de source, vraiment ça va d'une façon absolument naturelle, oui. Il est en symbiose à la fois d'un point de vue de la langue, d'un point de vue de la culture, d'un point de vue de l'émotion, d'un point de vue des références à la fois anthropologiques, historiques, sociales, etc. Il est vraiment un homme du peuple parce que c'est le cas. De toute façon, ce n'était pas une famille riche. Et c'est une famille qui a été, je vais dire, touchée par les différentes guerres. Et quand il avait de 0 à 6 ans, parce que c'est là qu'on est vraiment imprégné de ce qui se passe autour, c'est là qu'on fabrique notre personnalité, notre identité, etc. Slimane Azem a vécu de façon indirecte la Première Guerre mondiale et il sait à quel point
la vie de ses concitoyens est fragile, et donc la sienne aussi. Je pense que cette modestie vient à la fois de la modestie qui caractérise la société kabyle. C'est pas toujours le cas. Hein. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, parce que je crois qu'il y a justement une espèce de... Bon, allez, je ne vais pas être méchant, je ne vais pas dire déculturation, mais une acculturation très forte. Et qui fait que... D'ailleurs, il le dit lui-même, hein, il le chante dans la chanson Zur Zur del Mishmel, où il parle justement des gens qui sont dans la vantardise. Par exemple, quand il critique le système boumdien, etc. Et puis, il nous donne les raisons. Il nous donne les raisons. Il parle de la monétarisation des rapports sociaux dans là, il montre effectivement qu'il y a un changement, peut-être pas radical, mais extrêmement important dans la société kabyle, et il met en garde son auditoire pour dire que attention à ne pas travestir nos habitudes, nos coutumes, même si lui-même il met le doigt sur un certain nombre de ces coutumes qui ne sont plus d'actualité. Par exemple, dans la chanson Famrat Harshrein, etc., où il s'attaque un petit peu justement à la sorcellerie, pas la sorcellerie qui peut être blanche, thérapeutique, etc., mais la sorcellerie dans le sens où elle met en exergue des rapports sociaux plutôt en mauvais état. D'ailleurs, c'est un des aspects qui le rend encore aujourd'hui subversif. Il porte une subversion parce qu'il refuse systématiquement toute espèce de soumission et toute servitude volontaire. Vous faites référence à la Boétie d'ailleurs dans votre livre. Oui, j'en fais référence, oui. Mais cet aspect aussi, effectivement, où évitons l'emphase et soyons humbles et simples, sobres même, la sobriété est devenue un argument tout à fait moderne, c'est peut-être aussi un élément de son actualité, c'est-à-dire il est encore subversif parce que ce qu'il prône aujourd'hui va bien à l'encontre d'une certaine doxa, qu'elle soit kabyle, qu'elle soit française, qu'elle soit liée à une certaine modernité. Oui, absolument. Je crois que Slimane Azem est vraiment comment dire, un penseur qui peut être comparé totalement aux grands penseurs occidentaux. D'ailleurs, j'en fais souvent en référence. Je crois que... Vous parlez même de pensée systémique chez Slimane Azem. Absolument. Absolument. Je pense qu'il a compris en fait le fonctionnement des rapports sociaux. Et il a compris les rapports de force. Les rapports de force aussi bien au niveau microsocial, macrosocial, mais aussi entre États. Donc il a compris ce qui fait l'homme moderne, et comme il a compris aussi évidemment c'est-à-dire tout ce qui est profondément kabyle, au sens de relations positives, au sens du respect des uns des autres, au sens d'une société pauvre mais équilibrée, un peu comme dit Pierre Bourdieu. Le kabyle vit dans le groupe, par le groupe et pour le groupe. Donc il y a cette solidarité incontestable, même si elle est mise à mal aujourd'hui, encore une fois, par la monétarisation des rapports sociaux. Alors, pour avancer, en quoi aujourd'hui il est un poète thérapeute, comme vous dites? En quoi malgré les blessures qu'on n'a pas abordées, il a entendu
la situation coloniale, la guerre, le bannissement, l'exil, tout cela, vous abordez tous ces thèmes et toutes ces blessures géographiques et collectives. Mais aujourd'hui, quelles sont les raisons de penser que la pensée de Slimane Azem est une pensée résiliente et surtout est peut-être un outil aujourd'hui? Oui. En fait, il y a plusieurs facteurs. Il faut vraiment reprendre son œuvre de bout en bout pour expliquer tout ça. Par exemple, Slimane Azem, quand il parle de l'exil, évidemment, il parle de la souffrance de l'exil. En même temps, il montre bien que il y a des solidarités et il y a des fonctionnements qui permettent aujourd'hui d'être des leçons pour apaiser les rapports entre les uns et les autres, entre les hommes et les femmes, parce que ça aussi on n'en a pas parlé, mais il en parle. C'est pas seulement Femme Toxique, etc. Mais dans beaucoup de compositions, notamment avec Cheikh Nordin, il montre que les femmes doivent avoir leur place. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard, de mon point de vue, il n'a pas fait jouer une femme dans ces compositions-là. C'est Cheikh Nordin qui joue le rôle de la femme. C'est quelque part aussi une volonté de transmettre de façon consciente ou inconsciente la place que peuvent avoir les femmes en suggérant de se mettre à la place de ces femmes-là. Il y a Hasnaoui qui l'a fait d'une façon magistrale, mais aussi Slimane Azem qui l'a fait comme ça, notamment en faisant chanter, versifier, en faisant chanter Cheikh Nordin à la place de la femme. Je pense qu'il y a un message en disant, voilà, nous les hommes, mettons-nous à la place des femmes, et voilà ce qui se passe. Et ça, je pense que c'est un élément justement qui fait le débat d'aujourd'hui, qui peut être justement un facteur de réflexion pour aujourd'hui, et qui fait un thème de la modernité. Parce qu'il est évident que dans les sociétés paysannes, pas seulement kabyles, pas seulement nord-africaines, mais partout dans le monde, dans les sociétés paysannes, les femmes évidemment étaient reléguées au second rang, par quelques exceptions peut-être, et encore, je ne sais pas, chez les Touaregs ou chez les Incas, voilà, chez les Guayakis plutôt, pas les Incas, chez les Guayakis, d'après un certain nombre d'anthropologues que j'ai lus, il paraît que les femmes sont bigames, elles ont un mari principal et un mari secondaire, mais ce n'est pas dans toutes les sociétés que c'est possible. No comment. Dernière question avant de donner la parole à nos amis dans la salle. Vous écrivez « Le legs est intact ». J'ai envie de vous poser une question à la fois aux spécialistes de PNL que vous êtes et aux professeurs. Comment aujourd'hui transmettre l'œuvre et rendre actuelle cette œuvre de manière complètement pédagogique face aux jeunes générations, face à un auditoire qui n'est pas forcément plus kabyle, etc. Comment rendre universaliser finalement cette œuvre et quels outils pédagogiques il est possible de mettre en œuvre ici? Oui, c'est une excellente question. Moi, je pense que la première des choses, c'est d'encourager des travaux sur son œuvre. Malheureusement, je suis à la retraite. J'ai fait travailler un certain nombre d'étudiants. Moi, je me souviens, par exemple, qu'il y avait une étudiante, malheureusement, j'ai perdu ses coordonnées, je ne me souviens même pas de son nom, qui avait fait un travail extraordinaire sur la chanson, justement, de Amouhamouh. Donc, je pense que en encourageant des étudiants
faire des mémoires de licence, de master, de thèse, etc. C'est un des facteurs. Le second facteur, c'est que des chorales dans les villages, dans les associations ici en France, etc., puissent reprendre son œuvre et puissent les chanter et travailler sur le sens. L'autre facteur, c'est des séances comme celle-là, autour de, même si c'est une poignée de gens qui ont écrit sur Slimane Azem, mais valoriser ce qui a été fait, faire connaître, etc., et sensibiliser à la fois les universitaires, les journalistes et les gens qui ont la capacité de comprendre cette œuvre-là et de l'expliquer. Je pense que ça doit être, par exemple, un des supports pédagogiques dans tous les enseignements de Tamazight en France, au Canada et en Algérie. Et j'espère au Maroc aussi. Et puis on va commencer peut-être par écouter la salle, s'il y a des questions ou des commentaires. C'est toujours la première question qui est difficile. Ah non, bah voilà. Bonsoir à tous et merci pour la présentation. Sinon la question, moi, alors c'est plutôt peut-être même une information. Parce que le côté visionnaire de Slimane Azem sur la société, sur l'humanité, la bombe atomique, comment on appelle ça, l'usure de la planète. L'usure de la planète, la guerre froide, en rajoutant la Chine. L'émergence de la Chine. Non, ce qui fait, tu as dit comme quoi qu'il n'avait pas fait beaucoup d'études, il s'était arrêté très tôt, mais il a milité. Oui. Il a vécu, en plus il a plus ou moins, alors là c'est mon opinion à Moselle, donc ça veut dire dans un milieu syndiqué, politisé, et qu'il a été attentif. Donc c'est pas seulement un petit peu de l'imagination. Donc voilà, c'est surtout ça. Et puis une deuxième question, là, c'est que je chante assez souvent, si tu connais sur sa chanson, un petit peu, Tinaknil Fuldivaoun. Oui. Sa signification, moi je dis c'est surtout une fraternité entre dans l'Algérie berbérophone et arabisante, quoi. La fraternité. Donc voilà, les deux questions. Les premières. Merci. C'est moi qui te remercie de m'avoir écouté. Très rapidement, oui, Slimane Azem, je disais, il était déjà militant du PPA en 1937. Donc ça lui fait quel âge ça? Il est né en 1918. Les comptables, allez-y. Voilà. 19 ans. Bon, voilà. Donc il y a ça. Et je crois aussi c'est quelqu'un qui lisait beaucoup les journaux. Il ne lisait pas beaucoup de livres, mais sa famille, que je connais, j'ai rencontré plusieurs fois son frère Boujma. Il m'a dit qu'il avait toujours une pile de journaux chez lui. Il achetait tout le temps la presse. Mais je rajouterais, Hamid, si tu permets bien, c'est qu'au-delà de son action militante, c'est aussi son intelligence émotionnelle. C'est ça. Donc, lors même qu'il n'ait pas fait d'études poussées, il y a cette intelligence émotionnelle qui a joué et qui fait qu'il capte. Il capte à la fois les souffrances, les désirs, les pulsions, etc., positives et négatives, des gens autour de lui, mais aussi au niveau global. C'est central ça dans votre livre, hein, oui. Cette intelligence émotionnelle. Tout à fait, oui. Je suis revenu plusieurs fois dessus, oui. Parce que, encore une fois, ma méthodologie, elle n'est pas du tout universitaire. Sinon, genre, j'ai fait des chapitres, etc. C'est vraiment à l'instinct, c'est vraiment à l'émotion, c'est vraiment subjectif. Voilà. Et il faut le dire, effectivement, ça fait partie aussi de ces compositions où
il déplore les malentendus entre les uns et les autres. Pas seulement entre arabophones et berbérophones, mais aussi entre Kabyles eux-mêmes, entre les classes sociales, entre les gens de différentes nationalités, etc. etc. C'est-à-dire que des évidences, même sur les évidences qui auraient pu être des terrains de compréhension, qui pourraient être des bases communes, de travail, d'entente, etc. Même ça, elles constituent plutôt des éléments de conflit. Et ça, Slimane Azem, effectivement, je suis d'accord, il le déplore, il ne le dénonce pas d'une façon virulente, il nous le fait sentir. Est-ce que c'est pas d'ailleurs aussi, est-ce que ça ne fait pas aussi partie de la résilience que de chercher à dépasser le conflit, de chercher l'harmonie et des solutions plutôt, encore une fois, c'est pas à l'eau de rose, mais c'est tout de même des solutions heureuses vers quoi il tend. Oui, absolument, puisque c'est un grand, Slimane Azem est un grand humaniste, donc il est tourmenté par les incompréhensions, les violences, par les malentendus, par les conflits, etc., de toutes sortes. Donc il est évident qu'il puise dans le capital culturel, dans le capital social, il puise aussi dans le capital familial, pour justement interpeller le citoyen, pour qu'il y ait de la clairvoyance, comment dire, apaiser les tensions. Et je crois que Slimane Azem, il y a réussi. Kamal Hamadi, a témoigné dans une conférence que j'avais faite, je crois que c'était à Charenton-le-Pont, où il disait, quand la chanson de Slimane Azem avec Bahia Farah était sortie, Atassi Sadra, beaucoup de Kabyles sont repartis en Algérie. Beaucoup d'immigrés sont repartis en Algérie. Donc c'est dire que justement il était à l'écoute justement de la problématique de ces familles déchirées et les concernés le lui rendent en lui montrant bien qu'effectivement ils prennent acte de son verbe. Question, intervention, commentaire. Je commence juste par le fait qu'on mette un certain académisme pour valider une certaine pensée. Je pense qu'on est au cœur d'une poésie, que le poète, comme vous l'avez bien écrit, il tient à rebours ce que pense la doxa. Donc le terme paradoxe, c'est ce qui lui convient le mieux. Et le poète, en fait, la poésie est inexplicable. On dit, parce que ça a été un cas, Slimane Azem يفرض على عرس الملك يروح هذيك يفرض على عرس الملك نو من راساكين بلي كذا الملك نيس دي قرن شاديني. Donc je pense qu'il faut qu'on valide le fait que la pensée dans la langue na, en fait, elle peut s'aiguiser. Elle peut s'aiguiser, hein, sur le verbe, quand elle va chercher dans les autres langues sa valeur, mais sa valeur humaine. Donc on n'a pas un kuni à justifier. Il a mais il a il a il a donc le terme paradoxe, c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est extraordinaire dans un petit kisma. Donc c'est quelqu'un qui est, en fait, il a tracé sa vie sur une ligne de crête. Et une ligne de crête, on perçoit de part et d'autre ce qui se passe. يولى ذفير وذرار يولى أنيلان قدراني كيديكار. Donc ça fait, enfin, moi je parle avec émotion. Je suis pas sûr qu'il existe une intelligence, mais en tout cas la poésie elle est là. Merci pour ce point de vue.
je vais juste, si vous permettez, c'est pas en guise de réponse, hein, c'est plutôt pour aller dans votre sens. Pour aller dans votre sens, je peux lire un petit paragraphe. À un moment, voilà ce que je dis. Les catégories de pensée azémienne sont naturellement tributaires des références symboliques et linguistiques de la langue kabyle d'alors et accessoirement de la langue française devenue seconde langue des Kabyles. Les textes tels que « À Madame encore à boire » et ceux produits plus tard, entre autres la carte de séjour, Algérie mon beau pays ou l'Hirondelle version française, sont les exemples types de l'organisation des signes et des symboles des deux langues que le poète a su fusionner sans tomber dans le piège de la traduction littérale. En l'occurrence, la langue française, dans les créations littéraires azémiennes, se voit appliquer la syntaxe culturelle et émotionnelle kabyle. Ces productions sont moins intelligibles à un kabyle monolingue et, sans aucun doute, inaccessibles à un français indigène. Pour le dire autrement, l'œuvre immense de Slimane Azem peut, par effet de réciprocité, nous servir de clé de compréhension de notre culture et de son évolution. Voilà, je pense que ça va dans le même sens. Merci. Ben a participé à ce livre-là, donc il y a tout un texte. Je te remercie encore devant tout le monde comme ça, pour ton texte dans ce livre-là. Oui, il me semble qu'il y a quelques aspects qui me semblent importants, mais sur lesquels tu n'as pas quand même mis l'accent. Il y a l'humour chez Slimane Azem, qui intervient dans des moments bien particuliers. Quand tu dis aussi qu'il s'adresse à son peuple, enfin, à la société, dans par exemple, ses chansons morales. En fait, c'est plus judicieux que ça. Pour faire passer son message, il s'accuse lui-même. Donc, il ne dit pas aux gens ne vous battez pas. Il dit c'est moi, je ne veux pas me battre. Donc, il parle de lui-même. Bien sûr, on sait qu'il s'adresse aux autres, mais il parle de lui-même. Et là, parce que c'est pour faire passer son message, il me semble que c'est la meilleure voie. Autre chose, Madame encore à boire, c'est lui qui boit. Et qui dit à Madame, ne me servez pas. Mais, oui. Et quand tu parles de Kekete Falkhwa, etc., il s'attaque à tous les aspects du maraboutisme. Et il raconte des trucs bien précis. C'est le Hajj d'Alazros, وسمي ركض واضوسي وسق دور الشاش l'histoire les souharon savoir la ramage il montre toutes les contradictions de ces croyances là c'est l'arabe ou ihya de كل عمل مشهور etc. Quand il s'attaque à l'arabisation Mohamed Qassim c'est très fin. Mais il utilise le côté humoristique pour faire passer le truc. Même l'autre chanson qu'on a citée, il faut le dire, c'est il faut le etc. Mais à la fin, on parle de la même chose. C'est-à-dire qu'on se trouve ridicule de nous battre pour des choses comme ça, etc. Bon, je
pense que je vais arrêter. Écoute, bon, Hassan, tu nous as fait une très belle introduction. Donc, je connais Hassan, le pédagogue, le militant, le coach, l'enseignant, enfin plein de choses. Aujourd'hui, j'ai été vraiment sensible à l'introduction que tu nous as faite. Après, Mustapha t'a posé des questions très pertinentes, mais qui t'ont amené sur une élaboration intellectuelle un peu comme ça, intéressante aussi. Mais tu étais dans cette intelligence émotionnelle lors de ton introduction. Donc, de subjectif à subjectif. Donc, je vois cet objet comme le film la dernière fois sur Kamal Hamadi, l'objet fini. On voit l'objet fini. Et là, il dégage une certaine lumière. Et je vois Slimane Azem entre ciel et terre. Donc, le poète qui est attaché encore à sa terre, c'est ça. Et ce qui était extraordinaire, c'est l'origine de ce livre. Tu vois, quand tu parles de Slimane Azem, moi je parle de toi. L'origine de ce livre incroyable. Au cimetière, quand même. Quelqu'un, le gardien du cimetière, qui lui tend un livre sur Slimane Azem, et les proches de Slimane Azem le mettent comme lui, comme garant. Donc il ne s'est pas emparé, malgré qu'il ait enseigné à Paris 8 à l'époque, des années durant, il ne s'est pas emparé, il ne s'est pas emparé, c'est ça. Il ne s'est pas emparé de Slimane Azem comme ça, de sa propre initiative. Non, c'est une véritable, là c'est de l'inspiration et c'est une transmission. Et avec l'autorisation, au sens fort du terme, de l'auteur. C'est Slimane Azem qui s'est révolté dans sa tombe. C'est ça. Il a demandé à Hassan de le réhabiliter, de lui redonner vie. Alors, ce que j'ai envie de dire par rapport à l'intelligence émotionnelle, parce que là, je m'adresse à Mustapha, l'association de culture berbère, mais on est en France, n'est-ce pas? Mustapha, il a fait tout le temps des efforts pour nous rejoindre là-bas, etc. Mais lui, il est ici. Et nous sommes ici. Non, c'est par rapport à ce pont qu'a joué Slimane Azem entre ceux de là-bas et ceux d'ici. Et c'est extraordinaire. C'est parce qu'il a vécu longtemps. Il a réussi à se faire entendre là-bas et à se faire entendre ici. Et dans mes consultations, il n'y a pas une seule consultation avec une famille, un homme, une femme d'un certain âge, où Slimane Azem n'est pas évoqué. Via une sentence, via un chant, il m'arrive même de fredonner avec eux, avec ces femmes, les chants de Slimane Azem. Et c'est vrai que ça a été celui qui est, il y a très très longtemps, je disais que c'est celui sur qui on s'est adossé, Sendan Aras. Les émigrés, et je me disais, Hassan a répondu aujourd'hui, sur quoi il s'est appuyé lui quand on parle de résilience. Il dit, lui, alors, il s'est appuyé sur quoi? Et c'est vrai que Hassan aussi, c'est là que tu as fait, et je crois qu'il y aura des œuvres comme ça maintenant, puisque tu as tracé un peu le chemin entre le moi, l'histoire du petit moi et l'histoire collective. Et c'est vrai qu'il est vraiment dans cette lignée de Cheikh Mohamed El-Hussein et de Simhan Domhan. Et deux exils différents, parce que Simhan Domhan a été exilé sur place. Et c'est comme ça qu'il s'est dégagé un peu du groupe et qu'il a commencé à porter cette parole, inspirante comme celle de Slimane Azem, Tsounefkes en effet. Tsounefkes, et donc il fait partie de ces gens anciens. Tsounefkes, là on écrit, on s'inspire un peu, mais Tsounefkes, je crois qu'on racontait que l'Wahy est venu en disant soit tu rimes, c'était lui, hein? Non, ça c'est Simhan Domhan. Oui. Slimane Azem الملكي تصوضي سفرة وأنا تصوض دريا. Ça c'est très important. Il a choisi Sfera. Est-ce que tu l'as raconté dans le livre pour que je puisse l'acheter ou tu l'as pas dit? S'il manque cette phrase, ça y est, on achète plus. C'est extraordinaire, c'est-à-dire
la transmission de deux côtés. Une transmission comme celle de Cheikh Mohamedou Hussein, qui n'a pas eu lui, de descendance, comme Sinhad Mohamed. Mais il y a une transmission collective. Ou bien c'est une transmission familiale, ou une transmission... Donc il a choisi cette transmission-là. Et voilà ce que je voulais dire vraiment de plus important. Merci. Oui, bon, pour les références, il y a un truc, par exemple, la chanson où il dit au Féazram de Goubri, de Mrathous Mer, Radiyad Estimela, de Marti Daner Tulchib, Hasbakta Mahbib, Ghilad al-Khira Khadma, Medioki, etc. Et comme ça, un jour par hasard, je tombe sur une fable d'Ésope où il a raconté ça. Alors, est-ce que ça appartient à la culture méditerranéenne? Donc c'est comme ça qu'il est parvenu chez lui, ou alors c'est lui qui a lu Ésope, ça, je ne sais pas. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Deuxième, surtout la question qui m'inquiète depuis longtemps déjà, c'est le rapport de Msali avec, enfin de Kabyle avec Msali. Pourtant, c'était un anti-Kabyle affiché, affirmé, on sait ce qu'il a fait. Quand même, dans sa ligne politique contre les Kabyles, mais beaucoup d'anciens militants kabyles sont restés fidèles, encore, y compris Slimane Azm. Comment peut-on expliquer ça? Alors, parfois je me dis peut-être parce qu'il a appartenu, ou il a dirigé le premier mouvement qui a revendiqué directement l'indépendance. Il n'est pas allé par 36 chemins. Donc c'est par cette porte-là qu'il a pu accéder au cœur de ces Kabyles. Ou alors il y a autre chose, je ne sais pas. Alors, je vais essayer d'être le plus bref possible pour que vous ayez du temps pour intervenir. Dans mon livre, je ne l'ai pas dit dans la conférence, mais dans mon livre, je dis que Slimane Azm utilise le jeu, qu'il s'implique. Par rapport à la remarque que tu m'avais faite. Donc, je suis tout à fait d'accord, évidemment, que pour se permettre une critique sociale, très souvent, il s'accuse lui-même. Oui, dans plusieurs. Parce que je l'ai lu. Oui. Non, mais tu as raison. Mais voilà. Donc, il y a un passage où je dis que, justement, il s'implique personnellement. Quand le passage dont tu parles par rapport au maraboutisme, si vous permettez, voilà, juste un petit passage. ثمرات حرش لاين كانت تسود من كل سحور خلط قدران دوما pardon. بويدي مانيس السحور خلط قدران دوما سنجاويت غض الداكور من يحضرات سكان وناس نايخو. Voilà, très bien. Alors, est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que vous voulez que je donne une traduction française? C'est pas la peine. Bon. Alors, je dis, voilà ce que j'en dis justement. Cette pièce est sarcastique. Elle est à prendre pour un reflet de son contexte. En d'autres termes, cette littérature chantée doit être vue comme un corpus porteur de savoir anthropologique et sociologique. Le scientifique qui s'emploie à décoder ces messages sait que, bien souvent, la littérature dit vrai et pas moins que les études historiques. Certes, elle ne s'occupe pas, des événements stricto sensu. Ceci dit, on peut remarquer que l'écoute du chant ou la lecture du texte chanté
nous fait sentir que l'auteur dit intuitivement des réalités sur son époque et sur nous-mêmes. Cette poétique historique, si l'on peut la qualifier ainsi, Slimane Azem, lui-même, on a intuitivement pris conscience. C'est cette intuition-là qui fait composer le célèbre hommage rendu à son mentor, etc. Donc effectivement, il fait référence aussi à, comment dire, à des éléments culturels où il critique, où il critique à la fois la religion, le phénomène religieux, etc., tout en étant croyant, tout en ayant des compositions sur le prophète, sur Dieu, etc. Mais il n'est pas dupe. Il montre effectivement que ça peut conduire parfois à des dérives, et c'est ce qu'il montre dans cette composition-là. Voilà, donc pour cette... alors, par rapport au poème d'Ésope, moi je crois à une chose, je ne sais pas ce qu'en pense Hamid, je pense à une chose, c'est que les mêmes conditions sociales, les mêmes conditions économiques, je dirais même la même nature des rapports sociaux peuvent produire les mêmes corpus littéraires, poétiques, de proverbes, de contes, etc., etc. On a l'impression que l'un copie avec l'autre, alors que ce n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire, comme dirait Marx, l'homme est un produit social, donc les mêmes conditions sociales dans un endroit et dans un endroit beaucoup plus loin, ça peut faire émerger effectivement le même verbe, les mêmes codes, les mêmes productions littéraires, etc. Ça, j'y crois. Alors, par contre, par rapport à Messali, oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Je pense que le premier Messali est à différencier du second et du troisième Messali. Le premier Messali, il faut savoir que ce sont les Kabyles qui ont fait appel à lui. Quand il y a eu la création de l'étoile nord-africaine en 1926, ils l'ont appelé parce que c'était un orateur, il était connu déjà, c'était un militant. Ils l'ont appelé pour une chose précise. C'est pour qu'il puisse être l'ambassadeur de l'étoile nord-africaine auprès des pays arabes et des pays musulmans pour aider à l'indépendance d'Algérie. Et après, il a pris de l'ascendant. Il est devenu un leader, puis le leader. L'étoile nord-africaine a été interdite et il crée le PPA donc en 1937 et tout de suite, pratiquement tous les Kabyles qui étaient à l'étoile nord-africaine y ont adhéré. Donc ça, c'est le premier Messali qui faisait la jonction entre les Kabyles et les autres Algériens, mais aussi c'est les Kabyles qui étaient plutôt de tendance communiste avec le monde musulman. Donc il servait de double lien. Messali a changé de figure à partir de 1931, quand il a été invité par l'émir Chekib Arslan, qui est un druze libanais, et lors donc, du congrès mondial de panarabistes et panislamistes. À partir de ce moment-là, je pense qu'il n'était plus algéro-algérien, il est devenu arabo-musulman. Et donc, ce faisant, cette idéologie qu'il croyait être une idéologie libératrice, il en a fait son credo. Et donc, on aboutit justement, je ne vais pas revenir sur ça, sauf s'il y a des questions, je pense que tout le monde connaît, on arrive à 1948-1949, la crise anti-berbère. Donc, ça c'est le deuxième Messali Hadj. Et le troisième Messali Hadj, c'est celui qui a créé le MNA et qui donc s'est opposé au FLN
lors même qu'il était indépendantiste. Mais c'était ambigu. Il était indépendantiste à condition que ce soit lui, le leader. Sinon, il travaillait avec les forces coloniales, ainsi de suite. C'est pour ça que le FLN a même essayé de l'assassiner. Et il a toujours été considéré comme étant un traître à la nation, jusqu'à l'arrivée de Hollande, sous la pression de Benjamin Stora, qui finalement a poussé le pouvoir algérien, Bouteflika, à réhabiliter donc ce Messali Hadj. Voilà. Donc je pense qu'il y a 3 Messali Hadj. Et le premier était effectivement fédérateur, et donc les Kabyles ont investi beaucoup en sa personne, figure paternelle, patriarche, qui parlait bien, etc. Et qui d'ailleurs, dans son militantisme, venait essentiellement prêcher en Kabylie. Hein. Et il est de Tlemcen, mais il a pratiquement jamais milité à Tlemcen. C'est en Kabylie qu'il avait ses militants et qu'il venait effectivement faire ses discours, parce qu'il n'était pas véritablement adulé ailleurs que dans cette région-là. Et il y a encore des militants. Après, aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Voilà. Une dernière question alors, rapide, parce que le temps tourne. Surtout pour le retardateur. Mais comme tu es mon petit cousin, donc tu es pardonné. Voilà, moi la question c'est de savoir qui était à l'origine de son interdiction d'antenne à Alger, notamment Tarfimir et Bourgeat Mourti. Quels étaient les auteurs qui... Et en ce moment, il y a sur Facebook un courrier d'un dirigeant français, un catholique français, qui répondait favorablement à cette sollicitation. C'est bon là ou pas? Oui. Sinon, je répète. Donc, quels étaient les auteurs qui étaient à l'origine de son interdiction d'antenne? Il a eu en fait 2 interdictions. Il a eu cette interdiction de Frère Jarat Mourthiou en 1957. Dans le livre, j'ai reproduit l'arrêté. Je ne sais pas à quelle page c'est. 139. Voilà. Donc, c'est tout simplement l'ordre colonial. Hein, c'est les administrateurs coloniaux, la police française, donc qui a eu vent de cette chanson. Très certainement qu'il a été dénoncé. Et donc ça a été interdit. Voilà, il y a un bordereau d'envoi ici, vous trouverez les références. Donc le 22 juin 1957. Donc c'est l'administration coloniale qui a interdit cette chanson-là, et interdit après Edhard Douagour. Donc d'ailleurs lui-même il le dit dans une interview, il dit « Moi je comprends que la colonisation française, l'administration française interdise ces 2 chansons-là parce qu'elles sont contre le système colonial. Et ils n'ont jamais interdit le reste de mon œuvre. » Il dit par contre, le système dictatorial algérien, ils n'ont pas enlevé 2, 3, 4 chansons qui les ont gênés, ils s'en sont pris à toute mon œuvre. Et donc je reviens à la 2e interdiction, et c'est Ben Mohamed et Kamal Hamadi qui ont été donc les témoins de ça. Moi c'est Ben Mohamed ici présent qui me l'a raconté, donc il peut reprendre à sa manière cet événement-là. C'était en 1967 quand il y avait la guerre des 6 jours. Donc beaucoup de chanteurs européens ont été interdits, enfin ceux qui avaient soutenu Israël ont été interdits d'antenne, donc à la radio et à la télévision algérienne. Et d'après ce que j'ai compris, Ben va le confirmer ou l'infirmer, donc à cette liste qui était dactylographiée, quelqu'un dont on ne sait pas exactement, on ne sait pas qui jusqu'à ce jour, quelqu'un a rajouté le nom de Slimane Azem au stylo, à la main, à la liste des Européens qui étaient interdits. Donc à partir de ce moment-là, il y avait une espèce d'omerta. Donc personne n'osait passer ces disques jusqu'au 5 octobre, jusqu'à la révolte du 5 octobre 1988, donc, où son œuvre a été à nouveau réintroduite. Et grâce à la charte roi.
Tu peux prendre, si tu as des précisions là-dessus. Voilà. Oui, ça a été repris. Comme par hasard, c'était... Oui. C'était, je crois, Mohamed Ali Al-Lalou, qui l'avait diffusé dans son émission. Il n'y a pas eu d'autre réaction. Et après, la chaîne Kabyle a commencé à le diffuser. Mais pour l'histoire de l'interdiction, moi j'avais posé la question directement à l'ancien directeur de la chaîne Kabyle, c'était Zohar Abdelatif, qui est décédé il y a un peu de temps de ça. Je lui ai posé la question, j'ai dit, mais pourquoi vous l'avez interdit et comment? Alors il m'a dit que c'était en juin 67, après la guerre de 6 jours, on a reçu une note, une liste du ministère concernant l'interdiction de tous les artistes occidentaux qui avaient pris position en faveur d'Israël. Et il m'a dit, et puis il y a le nom de Slimane Azam qui a été rajouté au stylo. Et je lui ai dit, j'ai dit, mais où, ici ou au ministère? Il m'a dit, je ne sais pas. J'ai dit, mais alors, pourquoi tu n'as pas appelé le ministère pour lui dire qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi vous avez rajouté le nom de Slimane Azam, qui en plus n'avait pas pris position, pas du tout. Enfin, à ma connaissance, non. Voilà. Alors, il m'a dit, oui, mais tu sais, bon, il avait peur pour son fauteuil, avec la politique du FLN de l'époque, c'était difficile. Mais personne n'a jamais osé le faire passer. Si, oui, il y a un truc intéressant à signaler. Après son interdiction, il y avait 2 techniciens kabyles. Il y a Ramdan Kasser, que vous connaissez, il était technicien là-bas. Et il y a un autre, je crois qu'il s'appelait Bouzaza, il est de Tegmontazouz, de Midouala. Alors, ce qu'il faisait, l'émission, enfin la chaîne Kabyle ouvrait à 6 h du matin, eux, ils arrivaient à 5 h du matin, ils ouvraient la chaîne, parce qu'ils doivent venir avant l'heure pour ouvrir le 1000, le sifflement là, qui ouvre les chaînes. Alors, ils arrivaient à 5 h du matin, ils mettaient du Slimane Azam jusqu'à 6 h. Bon, après, Miss Mfaqan, ils les ont virés tous les deux. Et d'ailleurs, Ramadan, c'est bien après que je l'ai appris ici. Il m'a dit qu'il a été recherché. Bon. Voilà, après il a pu se sauver parce qu'il était déjà à l'Académie berbère. C'est ça, ils se sont retrouvés d'ailleurs avec Slimane Azam à l'Académie berbère. Oui, oui. Bien. Et je vous remercie, il est bientôt 9 h, si on va avoir un peu de temps pour un peu discuter et puis prendre un verre, le pot d'amitié. Je vous remercie.